Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Comment Fresh. tu vas ce matin? Ça va, un peu grippé, mais ça Un va. peu grippé, hein? Oui. Quel est le dernier grand film que tu as regardé? Ouh, le dernier grand film que j'ai C'est regardé... quoi, c'est Oppenheimer? Non, pas Oppenheimer, j'ai suivi... Dune 2, tu as terminé Dune 2? Oui, Dune 2. Comment tu as apprécié la fin? J'ai même suivi 2 fois. Oui, c'est bien. On dirait que de Villeneuve, là, il est un peu sur les pas de James Cameron. Oui, Dans Denis- les grands combats, Ah, il y a- oui, dans les grands combats, il y a l'amour, le pouvoir, oui. les conquêtes. Et puis je crois que l'une des grandes forces de Dune 2 aussi, c'est que les fans de Star Wars, par exemple, s'y retrouvent totalement. Hein. Il n'y a pas un combat de Jedi, mais il y a un combat, tu vois, entre de grandes familles. De grandes familles, comme on peut interpréter ça comme étant des grands groupes, soit des Jedi ou des Sith, ou etc. Mais ce qui est très très intéressant, c'est l'intrigue en elle-même, qui est quand même qui est bien faite. Et puis aussi, il faut quand même le reconnaître, la réalisation avec des effets spéciaux magnifiques. Donc, Dune 2, oui. Mais en ce moment, bon, j'attends toujours de voir le film Kong versus Godzilla, le Nouvel Empire. Ouais. J'ai pas encore suivi. D'accord. J'ai envie de suivre. C'est puis le dernier opus, le dernier volet, La planète des singes, le nouveau royaume. D'accord. Voilà. Moi, je cherche The Book of Clarence. Tu n'as pas encore suivi ça? Non. Avec je la sais. Kay Stanfield. Je cherche ce film. Tu nous emmènes combien d'années en arrière? Bon, on va 76 ans en arrière. On va parler d'un événement qui est célébré dans la foulée de la création de l'État d'Israël. Il faut savoir que l'État d'Israël avait été créé le 14 mai 1948, donc il y a 76 ans. Et le 15 mai, c'est aussi la célébration d'un autre événement, mais qui est à l'inverse, ce n'est pas un événement heureux, c'est plutôt un événement douloureux pour les Palestiniens qui commémore ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la grande catastrophe. C'est le nom que les Arabes palestiniens ont donné à cette grande exode qui avait eu lieu à la suite de la création de l'État d'Israël. Parce qu'il faut savoir que le 15 mai 1948, lorsque l'État d'Israël est créé, eh ben, ça a déclenché une espèce de guerre, puisque l'idée même de la création de l'État d'Israël dans le format qui avait été présenté par les Britanniques au sortir de la Seconde Guerre mondiale n'avait absolument pas plu à l'ensemble des États arabes. Et donc, lorsque David Ben Gourion avait décidé unilatéralement le 14 mai 1948 de déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, donc la création de l'État d'Israël, ben, cela va engendrer une guerre, ce qu'on a appelé la première guerre israélo-arabe. Alors, pour bien recontextualiser les choses, c'est vraiment très long, mais je vais essayer de faire de synthétiser ça assez schématiquement. Il faut comprendre que tout commence à partir de 1920, année à laquelle la Palestine devient une espèce de colonie britannique. Les Britanniques prennent le contrôle de la Palestine. Et à partir de ce moment, il va y avoir, à partir de ce moment, la Palestine qui était peuplée uniquement de deux types d'Arabes, enfin à 100% d'Arabes, mais 99% il y avait des Arabes musulmans et des Arabes chrétiens. Et donc, à partir de 1920, on va voir une première immigration qui va ensuite croître de Juifs. Il faut savoir que les premiers Juifs qui vont arriver en Palestine viennent dans la foulée, encouragés par un mouvement qu'on a appelé le mouvement sioniste. Et ce mouvement-là visait justement à fonder un État juif dans ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils considéraient comme étant la terre d'Israël. Mais face à ces juifs-là qui voulaient fonder cet État juif, cet État d'Israël, les dirigeants des pays arabes qui sont autour de la Palestine, eux, en raison de leur nationalisme très fortement ancré, et aussi au nom du panarabisme qui était en vigueur à cette période-là, vont mener une farouche opposition à cette arrivée successive de vagues de juifs. Et puis, il faut savoir qu'à partir de là, il va y avoir de vives tensions qui vont apparaître entre juifs
et arabes. Et ces tensions-là seront marquées notamment par des émeutes. Il va y avoir plusieurs cycles d'émeutes, notamment en 1920, 1921 et en 1929. Et ces émeutes-là vont entraîner des massacres qui vont faire des centaines de victimes. À partir de là, on va y avoir en Palestine deux types de sociétés qui vont cohabiter. On a deux types de sociétés avec deux cultures et deux visions différentes de ce territoire-là. Il va y avoir un côté, il y a la société juive et de l'autre côté, la société arabe. Mais ces deux sociétés juives et arabes cohabitent sous, si tu veux, le contrôle de l'autorité britannique qui est mandataire justement de la gestion de ce territoire-là. Et puis, donc, ces deux, et paradoxalement, ces deux groupes, les juifs et arabes, ont un point commun. C'est-à-dire que les deux veulent mettre un terme à la mandature britannique, au fait qu'ils veulent mettre fin à la colonisation britannique. Et pour cela, ces deux groupes-là, pas de manière unie, mais de manière totalement séparée, mènent aussi des combats contre l'administration britannique. Et bien entendu, d'un côté, les Juifs combattent les Britanniques parce qu'ils veulent créer un État juif, comme je l'ai dit, un État qui puisse accueillir les Juifs du monde entier, et les Palestiniens qui aussi combattent les Britanniques parce qu'ils veulent eux aussi créer leur État arabe. Et donc, à cette époque, les Britanniques sont quand même, ils appliquent ce qu'on appelle le jeu des sommes nulles. C'est-à-dire que, ils font une emprise, d'accord? Ils empêchent, ils combattent les deux groupes qui s'opposent justement à leur politique de colonisation. Alors, donc ces deux groupes qui combattent les Britanniques vont connaître, si tu veux, le territoire va connaître un grand moment de déstabilisation, notamment durant la période qu'on appelle la période de grande révolte, qui va durer 3 ans, entre 1936 et 1939. Parce qu'il va y avoir à la fois une révolte des Juifs et des Arabes. Et la répression britannique qui va suivre justement face à cette révolte va causer de nombreuses morts, et les organisations vont ensuite rentrer dans un cycle de plus en plus violent. Mais la violence était particulièrement forte du côté des Juifs. À l'issue de cette violence-là, de cette période de révolte en 1939, on va compter à peu près plus de 5000 morts chez les Arabes et 300 chez les Juifs. Les Arabes palestiniens vont obtenir de la part des Britanniques la rédaction de ce qu'on appelle un nouveau livre blanc. Et dans ce livre blanc-là, c'est-à-dire un accord de paix, en fait, entre les Arabes et les Britanniques, et dans ce livre blanc, les Britanniques ont promis, entre autres, aux Arabes palestiniens qu'ils vont obtenir non seulement le contrôle de ces territoires, et en même temps obtenir une diminution drastique de l'immigration juive. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer l'arrivée de Juifs qui continuaient au cours de ces années-là. Et justement, ils vont également promettre aux Palestiniens de les aider à renforcer leur contrôle sur ce territoire. Et donc, à la suite de la publication de ce livre blanc, ça ne va absolument pas plaire aux organisations juives paramilitaires qui vont à la suite se renforcer et vont justement entrer en quelque sorte en guerre vis-à-vis des Britanniques et vis-à-vis des Arabes. Et à la suite de ces multiples combats-là, cela va pousser notamment celui qui était le chef, si tu veux, de la communauté arabe, qui était regroupé au sein du Haut Comité arabe, qui s'appelait Hadj Amin al-Husseini. Il va les organisations juives, les organisations paramilitaires juives qui s'étaient considérablement renforcées sur le terrain, vont ensuite entrer en guerre contre les organisations arabes, notamment du Haut Comité arabe, et donc ce qui va contraindre les dirigeants de ce Haut Comité, dont Hadj Amin al-Husseini, à quitter la Palestine et aller se réfugier notamment en Allemagne nazie, où il va tenter d'aller obtenir des soutiens pour sa cause. Et puis malheureusement pour lui, on est en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, et à l'issue de celle-ci, on a un autre drame qui vient frapper la communauté juive, c'est celui de la Shoah. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des groupes juifs, enfin on va parler des groupes sionistes, qui sont de tendance à droite, notamment Ligoun et Lehi, vont mener à leur tour une campagne violente contre la domination britannique, et de l'autre côté, les nationalistes arabes palestiniens vont eux aussi se réorganiser, mais
ils avaient malheureusement un coup de retard par rapport aux Juifs qui étaient mieux implantés et mieux organisés. Et tout ça va se faire dans un contexte général où on va avoir un affaiblissement de pouvoir des puissances coloniales, notamment la puissance britannique, au détriment, en faveur de nouveaux groupes, de nouveaux gros blocs qui s'étaient formés, les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Et donc cet affaiblissement des capacités, notamment de la Grande-Bretagne, enfin des Britanniques, et dans la foulée, la création de la Ligue arabe va donner justement un peu plus de tonus aux revendications palestiniennes. Et donc, face à cette situation, malheureusement, comme je l'ai dit, les Britanniques ne vont pas pouvoir faire jouer la diplomatie pour amener à concilier les deux parties, juives et palestiniennes, et cela va aboutir au fait qu'en février 1947, les Britanniques vont annoncer qu'ils abandonnent totalement la question palestinienne, ils abandonnent la gestion de ce territoire et donc ils vont transférer le dossier aux Nations Unies qui venait nouvellement d'être créé à la fin de 1945. Et c'est là où les choses vont malheureusement dérailler, puisque le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies va voter un plan de partage de la Palestine. Ce plan de partage qui prévoyait notamment la partition de la Palestine en 3 entités. On avait d'un côté un État juif qui occupait à peu près 55% du territoire, un État arabe qui occupait 45% et le placement de la ville de Jérusalem et de Bethléem sous administration internationale. Ce plan, bien qu'accepté par les dirigeants de la communauté juive en Palestine, notamment par le biais de l'agence juive, à l'exception de ceux qui étaient des juifs qui habitaient les villes qu'on appelle Ligourne et Lehi, ce plan-là va être rejeté par la quasi-totalité des dirigeants de la communauté arabe, y compris par le Haut Comité arabe palestinien. Ce dernier a le soutien de quelques puissances arabes, mais pas le soutien de celui qui était le gérant de ce territoire, les Britanniques. Et à la suite de cela, de cet imbroglio-là, il faut savoir, David Ben Gourion, lui, il va donc profiter de ça, puisque ce plan de partition avait été proposé par les Britanniques, et que même si les Arabes ne voulaient plus de cela, mais lui, poussé par le fait qu'il voulait absolument la création d'un État juif en réponse au drame de la Shoah, il va donc unilatéralement déclarer le 14 mai 1948 la création de l'État d'Israël. Et donc, à partir de là, dès le lendemain, la guerre civile va éclater. Et c'est cette guerre civile-là qui va, d'un côté, opposer les Juifs et de l'autre côté, les Arabes palestiniens soutenus par la quasi-totalité des États aux alentours, puisqu'on avait vu affluer vers Israël des corps expéditionnaires égyptiens, syriens, irakiens et jordaniens. Mais évidemment, il faut dire la vérité, les Juifs de l'époque, aidés en cela par les Américains, vont pouvoir repousser. C'était la première guerre israélo-arabe qui va durer à peu près 6 jours. Et c'est cette guerre-là qui va entraîner le drame qu'on appelle la Nakba. Il faut pas oublier qu'à la fin de l'année 1947, il y avait 1 200 000 Arabes palestiniens arabes en Palestine contre seulement 600 000 Juifs. Et dans les 600 000 Juifs qui étaient et dans les 1 200 000 Arabes qui étaient en Palestine, il y avait 90% qui étaient des musulmans, le reste étaient des chrétiens. Et donc à partir de là, à la fin, durant ce conflit-là israélo-palestinien, près de 90% des Palestiniens qui occupaient principalement la Cisjordanie et une grande partie de la Palestine, qui est devenue Israël aujourd'hui, vont connaître cet exode que l'on appelle la Nakba. On estime qu'entre 600 000 et 900 000 Palestiniens vont fuir les combats en réalité, mais même l'interprétation de la fuite des combats est différemment... l'événement lié au déplacement massif de ces Palestiniens interprété différemment, que l'on soit d'un côté palestinien ou qu'on soit d'un côté israélien. Pour les Israéliens, les Palestiniens sont partis alors qu'ils leur avaient demandé de rester et qu'ils devaient garantir leur sécurité, en dépit du fait qu'il y avait de violents combats qui opposaient les forces armées juives et les forces armées arabes. Et de l'autre côté, les Palestiniens, eux, estiment que ce sont les Israéliens qui les ont forcés à partir
et pour s'accaparer évidemment de leur territoire, et les pousser ainsi à l'exode vers principalement la Jordanie, le Liban, et l'Égypte, qui sont les principaux pays qui ont accueilli la grande majorité de ces exilés-là. Et donc aujourd'hui, ces 900 000 à peu près Arabes palestiniens qui ont quitté, qui ont dû fuir la Palestine, représentent aujourd'hui à peu près 5 millions de Palestiniens, parce qu'ils sont à la 3e génération aujourd'hui d'exilés. Et cette population-là vit dans une situation extrêmement terrible, puisque à la fois ils sont apatrides, ils ne peuvent pas obtenir la nationalité du pays qui les accueille, parce qu'ils les pays, que ce soit la Jordanie, l'Égypte, le Liban, considèrent que ce sont des réfugiés. Ces réfugiés, ça veut dire que derrière, il y a la possibilité de retourner dans ton pays d'origine. Et donc, c'est la raison pour laquelle les pays d'accueil ne veulent pas leur octroyer la nationalité, parce qu'ils partent du principe qu'en 1948, lorsque cet exode-là s'est créé, eh ben, il y avait derrière la promesse d'un retour en Israël. Et même en 1948, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, avait voté une résolution intimant Israël, sommant Israël même de ramener ou de garantir le retour des Palestiniens vers ce territoire-là, vers la Palestine. Malheureusement, cette résolution, avec bien d'autres, n'aura jamais été appliquée par l'État hébreu. Et donc, cette commémoration, donc, qui est très douloureuse pour les Palestiniens, parce qu'elle considère que c'est le début de la fin, en fait, de ce qu'ils considéraient comme étant leur territoire. Et donc, depuis lors, à la fois dans les discussions, même lors des accords d'Oslo, notamment concernant la création de 2 États, un État israélien et un État juif et un État arabe, vivant côte à côte, Israël et Palestine, avec un statut spécial pour Jérusalem, même dans les accords d'Oslo, la question du retour des réfugiés avait été discutée, et un accord même avait été trouvé. Malheureusement, on le sait par la suite, Yitzhak Rabin, qui était le signateur côté israélien, va être assassiné. Et Yitzhak Rabin, il était pour la guerre. Il était d'abord pour la guerre, il était même un militaire de formation, il a même été chef d'état-major des forces israéliennes. Parce que quand il est mort, il y avait un grand commerçant libanais à Lambaréné à l'époque, M. Mahmoud, il a tiré 2 balles dans le vide. Oui, parce que Yitzhak Rabin a commencé sa carrière dans l'armée, c'était un militaire de formation. Ensuite, quand il va quitter l'armée, entrer dans le civil, il va entrer dans la politique. Il y a 2 Yitzhak Rabin. Il y a Yitzhak qui est considéré comme le fervent défenseur de l'État d'Israël, lui qui va avec certains officiers israéliens, ils vont notamment la guerre qui va leur permettre de reconquérir Israël, notamment la ville de Jérusalem, pardon, je voulais parler, le nom va me revenir, le grand chef de guerre là. Et donc ensuite, c'est vraiment une personnalité qui a joué un rôle essentiel en tant que militaire. Ensuite, en tant que civil, il va se rendre compte que la solution pour installer une paix durable en Israël doit passer par la négociation avec les Palestiniens. Alors qu'il avait déjà fini de faire la guerre. Oui, parce qu'il avait compris que la guerre ne pouvait pas résoudre. Il fait d'abord la guerre, après il se rend compte que bon là... Voilà, la guerre ne résout pas. Et c'est la même chose pour Ariel Sharon. Ariel Sharon était un farouche opposant à la création d'un État palestinien. Mais lui aussi, par la suite, va se rendre compte que la solution, ce n'était pas ça. C'est Ariel Sharon qui va succéder à Yitzhak Rabin. Bon, entre Ariel Sharon, il y aura eu Benjamin Netanyahu, Ehud Barak et bien d'autres. Benjamin Netanyahu, c'est pas lui qui est encore là. Si. Il était d'abord Premier ministre, après il va partir. Ariel Sharon va le remplacer. Et malheureusement, Ariel Sharon, lui, va être victime d'un AVC. Il va faire 11 ans dans le coma avant de décéder par la suite. Mais lui aussi... Donc, tous ces gars-là, leur interlocuteur en face, c'était Yasser Arafat. C'était Yasser Arafat, oui. Maintenant, évidemment, Mahmoud Abbas, Benjamin Netanyahu va s'arranger à ce qu'il va affaiblir l'autorité palestinienne pour ne pas lui donner la capacité de pouvoir être en position d'administrer ces territoires-là et montrer à la face du monde qu'en réalité, la Palestine n'existe pas. Et donc, pour cela, il va faire 2 choses. Un, il va multiplier les implantations en Cisjordanie et il va essayer de diminuer, si tu veux, l'influence il va diminuer l'influence
de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza en renforçant le pouvoir ou l'influence du Hamas. Et il faut savoir que Cheikh Yassine, qui est le fondateur du Hamas, a pu créer cette organisation-là grâce à l'aide d'Israël et de Benjamin Netanyahu, qui voulait absolument affaiblir l'autorité palestinienne, ne pas lui permettre d'être en capacité d'administrer les deux territoires, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et malheureusement, après, ça va se retourner contre eux. La preuve, c'est les événements du 7 octobre dernier. Bref, donc hier, on a célébré les 76 ans de cet exode-là, cet exode sans fin que connaît le peuple palestinien. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio au la plus haute de la capitale. On va repartir en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.